En cette période de l'année où les catalogues de jouets viennent remplir nos boîtes aux lettres, je me suis dit que vous auriez peut-être besoin d'y voir un peu plus clair. Vous, pour qui l'éducation des enfants est une chose très importante. Quand vous offrez un jouet à un enfant, vous avez sans doute en tête de contribuer à son éducation. À mon avis, loin de vous l'idée d'en faire un consommateur passif. Si vous vous y retrouvez là, mais que vous ne savez pas comment faire dans cette profusion de jouets, alors restez avec moi et écoutez la suite. L'idée est de voir aujourd'hui qu'est-ce qu'un jeu éducatif, en quoi il peut contribuer à l'éducation des enfants. Nous verrons aussi les grandes familles de jouets et ce que chacune peut apporter aux enfants. Alors, commençons d'abord par préciser ce qu'on entend par jeu éducatif. Éducatif, éducation, éduquer. Qu'est-ce que ça veut dire éduquer? Eh bien pour moi, éduquer, on pourrait le résumer en disant que c'est apprendre suffisamment de choses aux enfants pour qu'ils puissent être autonomes dans la vie. Et donc pour qu'ils deviennent autonomes, eh bien il faut qu'ils soient acteurs, actifs. S'il passe son temps à regarder un jeu, un jouet, jouer tout seul, ça ne va pas lui apprendre grand-chose au niveau de l'autonomie. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas proposer de tels jeux à nos enfants. Un jeu, un jouet est avant tout une source de plaisir. Donc si ça lui fait plaisir de voir son jouet, son petit robot, son petit truc jouer tout seul, moi je me souviens de mon fils autour de ses 12-13 mois qui passait beaucoup de temps à regarder une petite locomotive avancer toute seule et cracher des balles par l'arrière. Si ça amuse votre enfant, c'est déjà très bien. Mais soyons clairs, il s'agit là d'un amusement et pas d'un jeu éducatif. Nous aussi adultes, nous avons besoin parfois juste de rigoler, de passer un moment convivial sans se prendre la tête, sans chercher à apprendre quelque chose. Pareil pour les enfants, ne cherchons pas toujours à les éduquer. Laissons-les déjà souffler de temps en temps. Ça, c'était mon premier conseil. Jeu éducatif, ok, mais pas tout le temps. Mais si votre idée, c'est que le jeu que vous allez offrir contribue à l'éducation des enfants, eh bien on oubliera cela. Mais alors lesquels? Avant d'aborder les différentes familles de jeux, nous allons voir quelques points généraux. Qu'un jeu soit éducatif, il faut 1. Que l'enfant soit actif avec, nous l'avons dit. 2. Qu'il laisse suffisamment de possibilités d'utilisation, que ce ne soit pas une seule façon de faire, pour lui permettre de développer son imagination, sa créativité. Un exemple, préférez les Duplo, les Capla, les Lego, enfin ces jeux de construction qui laissent une plus grande place à l'imagination, à la liberté d'action, plutôt qu'un kit très spécialisé où il n'y a qu'une façon de procéder, d'abord comme ça, puis ensuite comme ça, etc. Donc, pour qu'un jeu soit éducatif, il faut 1. Que l'enfant soit actif, 2. Qu'il laisse une grande liberté d'action, 3. Qu'il corresponde au centre d'intérêt des enfants. Et oui, si vous vous dites, comme ce fut le cas pour les miens, « Oh, mes enfants sont vraiment pas manuels, tiens, je vais essayer de leur offrir un kit pour fabriquer des savons ou fabriquer des bracelets, peut-être que ça va les mettre aux activités manuelles. » Là, à mon avis, il y a peu de chances que ça fonctionne. Il faut quand même avant tout que le jeu intéresse l'enfant. Alors bien sûr, on peut lui faire découvrir des nouvelles choses, mais ne partons pas trop éloignés. Allons-y petit à petit, ne partons pas trop éloignés de ces centres d'intérêt dès le début. Dernière généralité sur les jeux éducatifs. Il faut qu'ils correspondent à ses centres d'intérêt, mais aussi à son âge et à son niveau de développement, si je peux dire. En général, il y a des petites indications d'âge sur les jeux. Ne le prenez pas comme vérité absolue. Votre enfant peut être en avance par rapport à la moyenne dans certains domaines, ou plutôt un petit peu en retard, prendre son temps dans d'autres domaines. Donc, vérifiez bien que ça corresponde à son niveau de développement à lui. Sinon, vous allez le mettre en difficulté, alors encore plus, pour les plus grands, par exemple, s'il a 8 ans et que c'est marqué que c'est un jeu qui est à partir de 7 ans et que lui, il n'y arrive pas, c'est trop compliqué, etc. Donc non seulement il risque d'être dégoûté parce qu'il n'y arrivera pas, mais en plus il risque de mal le vivre parce que normalement, à partir de 7 ans, on y arrive. A l'inverse, ça peut être marqué 4-7 ans, votre enfant peut avoir 8 ans, 10 ans et continuer à prendre plaisir avec, c'est tout à fait possible. Alors maintenant qu'on a vu des petites généralités sur les jeux éducatifs, voyons les différentes familles de jeux. Alors la première, ce sont les jeux d'exploration. Alors dans cette catégorie rentre tout ce qui est jeux moteurs. Dans certains catalogues, c'est la catégorie jeux bouge. Donc je pense pour des plus petits aux plus grands, les porteurs, vous savez, les pousse-pousse, les petits camions, les vélos, les trottinettes, les rollers, les skates pour les plus grands, mais aussi tous les jeux un peu plus d'habileté, je pense aux fléchettes,
Et puis alors tout ce qui est à lancer aussi, balles, ballons, les jeux de ping-pong, etc. Donc ça, ce sont tous les jeux moteurs. Toujours dans cette famille jeux d'exploration, tous ces jeux qui permettent de découvrir les éléments, les jeux qui permettent de jouer dans l'eau, les jeux qui permettent de jouer dans le sable, les jeux même qui permettent de jouer avec l'air, je pense notamment au cerf-volant ou des jeux de ce type-là. Et enfin, dans cette première catégorie aussi, tous les jeux de motricité fine, toutes les petites choses que l'on fait avec le bout des doigts. Tout ce qui est petites perles, petits pions, toutes les petites choses qu'on fait du bout des doigts à enfiler. Donc là, pour ceux qui se demandent quel est le lien avec l'école dans tout ça, et bien évidemment, on développe des capacités pour les séances de sport, les séances de PS à l'école. Alors tous ces jeux vont aussi permettre à l'enfant d'apprendre de son environnement. Donc là, on les prépare à tout ce qui est plutôt la physique, même les sciences. Ils vont apprendre des choses sur les objets et comment ils se comportent, leurs propriétés. Ça flotte, ça coule, c'est lourd, c'est pas lourd, etc. Enfin, c'est vraiment une première connaissance de notre environnement. Enfin, j'ai peut-être pas précisé, il y a aussi tous les jeux. Alors ça, il me semble que c'est plutôt pour les plus jeunes, comme ça. Dites-moi si je me trompe, mais j'en vois pas trop pour les plus grands. Tous les jeux qui utilisent les 5 sens pour développer son sens du toucher, son ouïe. Alors si, pour les plus grands, il va y avoir tout ce qui est musique, le goût, avec tous les petits kits de pâtissier, etc. Donc là, on va développer des compétences qui seront réutilisées dans les cours d'art plastique et ou de musique. Voilà pour la première famille. La deuxième famille, les jeux de construction. Dans cette famille rentrent donc les jeux de construction aussi d'assemblage, de fabrication. Alors, on pense bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, au Lego, au Capla, Duplo, etc. Mais aussi au puzzle et aussi à tout ce qui est pâte à modeler. Vous avez peut-être une petite idée de toutes les compétences que développent ces jeux-là. Donc vous avez déjà la créativité, l'imagination, bien sûr, mais aussi tout ce qui est organisation dans l'espace, qu'est-ce qui va devant, derrière, au-dessus, au-dessous, etc. L'équilibre, arriver à construire des choses, je pense notamment aux constructions en Capla, arriver à construire des choses qui ne vont pas se casser la figure. Et puis aussi, le raisonnement logique, pour suivre un plan. Alors je vous ai dit tout à l'heure qu'il valait plutôt privilégier les jeux qui permettaient une liberté d'action plutôt que quelque chose de bien précis. Là, si on choisit un kit bien précis, je pense notamment au Lego technique pour les plus grands, ou même à tout ce qui est kit, je l'ai dit tout à l'heure, fabrication de savon, fabrication de bracelets, des choses, avec des fiches à suivre. Là, on va développer autre chose. On va lui apprendre à suivre un plan, à suivre des consignes de montage. Comme ça, ce sera un pro pour monter les meubles Ikea plus tard. Donc ce sont des compétences importantes aussi à développer, mais pas que celles-là. Il serait dommage que nos enfants soient des experts pour suivre des modes d'emploi, mais qu'ils aient aucune idée pour créer, imaginer, inventer quelque chose. Il est très important aussi pour le développement de votre enfant en général et pour sa scolarité en particulier, qu'il apprenne à faire ses propres choix et à suivre ses propres décisions. Alors vous comprenez bien qu'avec ce que je viens de dire, là tous ces jeux vont lui permettre de comprendre vraiment le lien logique cause-conséquence. Ça va lui permettre vraiment de comprendre en fonction de ce qu'il fait, de son action, qu'elle aura un résultat sur ce qui se passe autour de lui. Un petit peu abstrait comme ça, mais c'est vraiment quelque chose d'important qui va lui faire comprendre qu'il est responsable, qu'il est acteur de ce qui se passe, qu'il n'est pas toujours en train de finir l'âge du bébé où il recevait le biberon, le change, le bain, etc. Maintenant, il est en âge de décider, de faire des choix et d'agir sur son environnement. Donc ça, c'est vraiment très très important pour la suite de sa scolarité et pour son développement. Alors cette phase-là, comprendre le lien cause-conséquence, chez les enfants, ça se manifeste souvent quand ils recommencent une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois la même chose et on se dit mais ça fait 10 fois qu'il reproduit exactement la même action, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à vérifier si la même action produit toujours le même résultat. Donc là, il est vraiment en train de développer son esprit logique, donc même si on en a assez de le voir refaire pour la 20e fois la même chose, on le laisse aller jusqu'au bout de son expérience. Et oui, je l'ai dit, voir qu'une action a une conséquence sur l'environnement, ça permet de développer l'esprit logique, mais aussi la capacité d'anticipation. Et si vous avez déjà vu d'autres de mes vidéos, c'est un point sur lequel je reviens souvent. Apprendre à votre enfant à anticiper, c'est développer une des facettes de l'intelligence.
Appelez sans doute les 3 mots que j'utilise souvent et qui vont souvent ensemble, c'est 1, planifier, anticiper, planifier, 2, réguler pendant l'action et 3, contrôler après l'action. Donc le avant, le pendant et le après, ça c'est vraiment primordial. Troisième catégorie de jeux, donc tout ce qu'on appelle les jeux d'imitation, les jeux de faire semblant. On parle aussi de jeux de fiction, de jeux de rôle, etc. Alors dans ces jeux, on peut trouver tous les jeux où l'enfant va avoir un rôle à tenir lui-même. Je pense notamment à la dinette, aux poupées, au docteur, à l'établi de bricolage, à la marchande, ou les jeux où il va avoir un petit monde imaginaire organisé à gérer. Je pense au Playmobil, au Barbie, aux petites voitures, au Pet Shop et autres figurines. Alors là, que ce soit votre enfant qui se mette en scène en tant que docteur, papa, maman, garagiste ou je ne sais quoi, ou alors qu'il organise son petit monde avec ses petites figurines, il est vraiment très important de ne pas rentrer dans ses histoires, dans son monde, dans ses scénarios. Dans ces jeux, tout est permis. À ce moment-là, ce sont eux qui sont les maîtres à bord. Et ils ont le droit de faire vivre à leurs personnages des choses qu'on ne supporterait pas de voir en réalité. Je pense à des choses assez violentes, assez agressives, de la bagarre, etc. On les laisse faire. On les aide bien à identifier ces moments de jeu. On fait semblant, c'est pas la réalité. Et la vraie vie, où tout ça, on n'a pas le droit. Alors pourquoi c'est important ça? Eh bien, on ne va pas rentrer dans une considération psychologique, psychanalytique, mais ça leur permet d'évacuer à un moment donné tout ce qui est un peu trop dur, trop fort à supporter, ou alors cette colère qu'ils ont essayé de contenir mais qu'ils n'ont pas réussi à sortir, ou des choses qu'ils n'ont pas compris. Voilà, ils se réinventent leur monde pour mieux s'approprier le vrai monde, le monde réel. La seule chose dont nous sur laquelle on peut intervenir, c'est bien les aider à différencier le faire semblant, le jeu et la réalité. Donc on l'a dit, tous ces jeux de faire semblant vont leur permettre de mieux accepter la réalité, mais ils vont leur permettre aussi d'apprendre à tenir un rôle, à le garder, à trouver sa place dans un groupe lorsqu'ils jouent à plusieurs, et aussi bien sûr de développer le langage, d'utiliser le langage pour se faire comprendre. Si on veut dire à son petit camarade de jeu que on aimerait bien que ce soit lui le docteur et nous le malade, ou lui, elle la maman et moi le bébé, etc. Ou alors qu'on aimerait bien qu'il nous donne le marteau ou la fourchette rouge, eh bien on va utiliser le langage. Donc c'est vraiment quelque chose d'important, cette famille de jeux, pour développer le langage. Aussi au niveau des relations avec les autres, ça va nous permettre de comprendre que quelqu'un d'autre peut avoir un autre point de vue, une autre façon de voir les choses. Et oui, par exemple, moi je pouvais avoir envie de dire que j'avais envie que le bébé était malade, qu'on allait faire venir le médecin et qu'ensuite on allait lui donner une soupe. Et puis l'autre, non pas du tout, moi il n'est pas malade, j'ai plutôt envie d'aller le balader dans la poussette. Alors ça, vous allez me dire, c'est souvent des choses qu'on rencontre chez les petits, et d'ailleurs c'est souvent là que les adultes vont intervenir aussi, lorsque l'échange de points de vue n'est pas toujours très au clair et que ça mène vite des frictions. Alors on le voit, cette catégorie de jeu est peut-être plutôt réservée aux plus petits. Après, pour les plus grands, soit ça va avoir tendance à disparaître, ils vont peut-être plus se mettre vraiment en scène dans leurs histoires, mais ils vont peut-être plus jouer avec des Playmobil, des choses comme ça. Moi, ma fille, elle a dû jouer jusqu'à 12-13 ans. Et puis après, ça peut aussi se transposer. Toute cette imagination, justement, va les aider dans leur rédaction de français, par exemple. Voilà, plus tout ça aura été développé, plus pour eux, les sujets d'imagination, que ce soit en français ou en langue, en anglais, en allemand, en espagnol, etc. Ça va faciliter les choses. Après, ça peut plus continuer, donc voilà, sous une forme d'écriture. Vous pouvez avoir des enfants qui aiment écrire librement, inventer des histoires, dessiner aussi, faire ces mises en scène dans du dessin, ou bien aussi pratiquer du théâtre ou des choses comme ça. Alors à l'inverse, la dernière catégorie à laquelle je pense, c'est les jeux de société, qu'on appelle aussi les jeux à règles. Alors ceux-là, ils vont peut-être plutôt arriver un peu plus tard. Alors, une petite aparté, je ne l'ai peut-être pas précisé. Donc la première partie, les jeux d'exploration, jeux moteurs, jeux de motricité fine, etc. et les jeux de construction, ce sont des jeux auxquels on peut jouer seul. Donc logiquement, ce sont les premiers qui vont apparaître. Puis après, les jeux d'imitation, où on va apprendre à jouer avec d'autres. Et puis enfin, donc ces jeux de société où on va apprendre à jouer avec d'autres en respectant des règles, donc contraintes supplémentaires. Là, on construit plus ses propres règles, comme dans le jeu de docteur ou de papa et maman, mais on suit les règles qui ont été établies. Donc là, c'est vraiment la dernière étape dans les jeux.
Donc vous imaginez bien aussi que ces jeux-là vont permettre de développer toutes ces compétences relationnelles, enfin voilà, d'être avec les autres, mais aussi les compétences intellectuelles dont je parlais tout à l'heure, à savoir anticiper, prévoir, réguler et contrôler. Donc là, ça va être plutôt anticiper, s'adapter. Hein, réguler, ça va être s'adapter. Ah tiens, le jeu il évolue comme ça, et ben je vais peut-être plutôt m'adapter à la situation. Et puis voir, ah bah tiens, j'ai fait telle action, ça n'a pas fonctionné, et ben la prochaine fois j'en essaierai une autre. Alors ça peut vous paraître très abstrait comme ça, je vais prendre deux exemples. Un avec le jeu que vous connaissez peut-être qui est le labyrinthe. Enfin moi j'ai trouvé ce jeu vraiment super. Alors là, pour le repérage dans l'espace, construire des stratégies, etc. C'est génial. S'adapter aussi au jeu de l'autre, parce qu'en fait on doit construire un chemin pour aller chercher ces trésors, mais avec des petites cartes qu'on fait bouger dans les deux sens, et du coup chaque joueur fait bouger les cartes. Donc on peut avoir l'idée de je vais faire bouger cette carte-là, puis celle-là, mais comme les autres joueurs sont intervenus, et bien ça change mes plans. Donc là, pour travailler vraiment la capacité à s'adapter, c'est vraiment génial. Le puissance 4 aussi, hein, un jeu bien connu, peut-être beaucoup plus simple. C'est pareil, j'avais l'idée de faire une ligne comme ça. Ah, mon adversaire m'a bloqué, donc je vais essayer comme ça, mais il m'a bloqué, il faut encore que je m'adapte. Et ah tiens, finalement, j'avais pas vu que je peux faire comme ça. Enfin voilà, un autre jeu aussi qui marche toujours aussi bien. D'ailleurs, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps dans les magasins. Donc comme quoi, c'est un indémodable qui permet de construire toutes ces stratégies, ces capacités intellectuelles dont je parle et qui vous serviront dans tous les domaines, toutes les matières à l'école. Donc vous y voyez peut-être un petit peu plus clair sur en quoi les jeux peuvent-ils être éducatifs. Hein, ils développent certaines habiletés, certaines compétences, à condition, je le redis, de bien taper dans le niveau de développement de l'enfant, ni trop en dessous parce que là il va très vite se lasser, ni trop dessus parce qu'il va se décourager, et à condition qu'il corresponde à un besoin de votre enfant, à une demande, à un centre d'intérêt. Le jeu est avant tout, le jeu éducatif est avant tout un jeu, donc il sert avant tout à partager un bon moment, à se faire plaisir. Si en plus il peut contribuer au développement, c'est tant mieux, mais c'est avant tout quelque chose qui part de l'enfant, de ses besoins, de ses envies. Alors pour finir, je voudrais revenir sur les rubriques jeux éducatifs de certains catalogues. Alors pour moi en fait, il s'agit plus de jeux, ce qu'on a, je dirais, un petit peu plus pédagogiques, hein, c'est-à-dire des jeux qui ont un objectif d'apprentissage précis. Par exemple, j'ai noté découvrir les couleurs, les lettres, il y a même des jeux pour découvrir les opérations mathématiques, la géographie, etc. Alors, je ne rejette pas du tout ces jeux, au contraire, ils peuvent être très intéressants aussi, mais alors là, soyons clairs, soyons honnêtes, on ne va pas offrir un jeu de la sorte, un memory d'étapes de multiplication à son enfant en lui disant « Tiens, j'ai trouvé ce dernier jeu génial à la mode, tu vas t'éclater avec ». Non, c'est puisque tu as l'étape de multiplication à apprendre, je me suis dit que ce serait peut-être plus rigolo de le faire avec un jeu que de le faire en récitant 2 fois 3, 6, 3 fois 3, 9, etc. Donc là, c'est un moyen supplémentaire, aux côtés de tous les autres moyens que j'ai pu vous proposer dans d'autres vidéos, comme d'hab le lien ici. C'est un moyen supplémentaire pour faire apprendre de nouvelles choses un petit peu plus scolaires à son enfant. Et là aussi, du coup, bien évidemment, il faut que votre enfant soit d'accord. Si votre enfant n'est pas du tout du genre à aimer les jeux de société, inutile de lui offrir un jeu de société, pour reprendre notre exemple sur les tables de multiplication. Alors pour moi, ce type de jeu, que j'appellerais, qui sont dans certains catalogues appelés jeux éducatifs et que j'appellerais plutôt jeu pédagogique, il va être intéressant s'il est pris comme déjà si l'enfant est d'accord pour utiliser ce moyen-là, et s'il est pris comme un défi. Si l'enfant se dit « Ah ben chaque fois que je vais jouer, je vais essayer de m'améliorer moi par rapport à moi-même, et pas juste pour battre mon frère, ma soeur, ou mon copain qui joue avec moi, ou papa et maman. » Voilà. C'est vraiment, tiens, la dernière fois j'avais réussi ça, là je vais essayer de réussir un petit peu plus. Bon alors, pour finir sur les jeux éducatifs, deux dernières petites choses. La première, bien sûr, je ne peux pas me retenir de citer tout ce qui est pédagogie Montessori, où là on met aussi l'enfant vraiment actif au cœur de ses apprentissages, où on essaye d'utiliser, de développer au maximum ses 5 sens, son côté motricité, le côté physique, mais un des principes de Maria Montessori, c'était avant tout d'utiliser des vrais objets. Donc, à côté de tous ces jeux éducatifs dont on vient de lister, rien de tel que des vrais outils
pour apprendre à bricoler, une vraie trousse de couture pour apprendre à coudre, un vrai kit de cuisine pour apprendre à faire à manger, enfin voilà, je ne sais quoi encore, mais l'idée c'est d'utiliser aussi du vrai matériel. Voilà, pour vraiment apprendre les choses, pour développer toutes les capacités dont j'ai parlé dans cette vidéo. Et alors pour finir, moi j'ai trouvé un article que je trouvais super intéressant, je vous mets le lien en barre d'infos, c'était et si les jeux éducatifs les plus adaptés à notre enfant étaient ceux qui s'inspirent de ses bêtises ou de ses caprices? Et si nous lui offrions le cadeau qui lui évitera de crayonner le mur blanc ou le cadeau qui nous permettra enfin de faire la grasse matinée? Je trouve l'idée vraiment pas mal, c'est-à-dire que au lieu ou après avoir disputé son enfant parce qu'il a crayonné le mur blanc, on est toujours dans la démarche que je mets en avant moi aussi à chaque fois, c'est de se dire s'il a agi comme ça, qu'est-ce que ça veut dire, de quoi il a besoin, que lui faut-il pour ne plus recommencer? Et bien là, c'est tout à fait ça, donc je vous recommande d'aller jeter un œil sur cet article. Bon ben voilà, je pense que maintenant vous avez une vision d'ensemble un petit peu sur qu'est-ce qu'un jeu éducatif, comment savoir si un jeu est éducatif, quelles sont les grandes familles de jeux éducatifs. Ça va peut-être vous aider à vous rendre compte que oh, tiens, il manque vraiment une catégorie de jeux. Mon enfant a vraiment beaucoup de jeux de construction, mais pas de jeux pour faire semblant, ou beaucoup de jeux pour faire semblant, mais pas de jeux pour bouger. Enfin, donc dans ces cas-là, la question à vous poser c'est est-ce que c'est un choix? Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, moi mes enfants étaient vraiment pas travaux manuels ni oreille musicale, donc on avait très peu de jeux de cette catégorie-là. Ou est-ce que ça peut correspondre aussi à une difficulté de votre enfant? Si votre enfant a des difficultés physiques, motrices, etc., c'est sûr que vous n'allez pas lui offrir une paire de rollers, un skate, etc. Mais ça peut être aussi un petit oubli parce qu'on a toujours pensé plutôt à cette catégorie-là et jamais à celle-là. Et donc là, vous avez des pistes pour les prochains cadeaux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Vous savez que de temps en temps, je quitte un petit peu le monde de l'école, des devoirs, pour voir un petit peu plus large. Hein. On avait déjà vu les magazines, aujourd'hui les jeux, et puis bah, dites-moi voilà, sur les choses en dehors de l'école qui permettent quand même d'apprendre. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous aimeriez que je fasse une vidéo sur un autre sujet un peu dans ce domaine-là? La semaine prochaine, nous reviendrons sur les devoirs, une petite vidéo sur comment faire les devoirs aux enfants lorsqu'on a plusieurs enfants à gérer en même temps. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine. À très bientôt. Bye!